Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo juridique, cette fois-ci dédiée entièrement sur la CFE. La CFE, qu'est-ce que c'est? Vous le connaissez peut-être en tant que micro-entrepreneur, pas que, mais en tout cas pour les micro-entrepreneurs ici dans cette vidéo, on va en parler. C'est la cotisation foncière des entreprises. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de taxe d'habitation pour les micro-entrepreneurs, même s'ils n'ont pas de local professionnel. Donc, on va voir dans cette vidéo combien coûte la CFE, comment on fait pour payer, comment on fait pour être en règle, quelles sont les étapes à suivre dans l'ordre. On va voir comment si ne pas payer parce qu'il existe des exonérations et peut-être que vous en avez le droit. Comment faire attention aux arnaques. On va voir 3 grandes arnaques et comment faire attention si on a reçu un courrier de la CFE, si c'est une arnaque ou pas. Et je vais vous donner quelques petits hacks et astuces autour du statut micro-entrepreneur et de la CFE. Donc c'est parti. Dans cette vidéo, je vous mettrai un PDF avec le détail vraiment de tout ce qu'il existe, parce qu'ici on va aller vraiment en général. On va pas, je vais pas vous donner tous les textes de loi, je vais pas vous donner tous les détails qui font que ça rentre dans cette catégorie-là ou pas. On va rester assez simple, assez général. Mais pour approfondir, je vous mettrai le PDF. Je vous mettrai aussi le lien pour remplir votre CFE. Je vous mettrai le lien pour avoir des modèles de demande d'exonération, etc., etc. Vraiment pas mal de détails. Je vous mettrai en téléchargement gratuit sous cette vidéo. Donc c'est parti, premier point, on va voir combien est-ce qu'on paye la CFE selon notre chiffre d'affaires. Alors la CFE, vous devez la payer que vous ayez un local ou pas. Et en gros, pour faire le calcul, c'est pas à vous de faire le calcul, vous inquiétez pas avec ça, mais on va voir la règle en général, comment ça se passe. Ça prend en compte 3 points. Ça prend déjà, premier point, en compte votre chiffre d'affaires. Donc plus vous gagnez, plus vous payez. Ça prend le lieu de domiciliation de l'entreprise. Alors domiciliation, c'est-à-dire que là où vous pouvez avoir très bien une adresse qui sert de boîte postale, là où vous allez domicilier votre entreprise, chez vos parents, dans un truc juridique spécialisé, mais c'est pas forcément là où vous habitez. Souvent c'est là où vous habitez, mais c'est pas obligé. Et on va voir que selon là où vous habitez, les taxes sont plus ou moins importantes. Donc par exemple, à Paris, c'est l'une des villes les moins chères, étonnamment. Et par exemple, à Lille, c'est beaucoup plus cher. Mais on va pas rentrer plus dans les détails. Mais il faut savoir que vraiment, ça différencie énormément selon les villes. Et enfin, votre surface professionnelle. Et pour faire ce calcul, il se réfère en N-2, c'est-à-dire qu'ils prennent l'année 2 ans avant. Donc souvent les calculs des impôts, des taxes, c'est sur l'année d'avant, mais là pour la CFE c'est particulier, c'est 2 ans avant. Alors on va pas rentrer dans les détails, faire des maths, je vais juste vous donner selon votre chiffre d'affaires le maximum que vous allez devoir payer. Comme ça vous allez avoir une petite idée. Alors à savoir que le grand minimum c'est 224 € par an. Alors on va faire un tableau, ici votre chiffre d'affaires et ici le montant maximum à payer. Donc, si vous faites moins de 10 000 € par an, au maximum, donc au minimum c'est 224 et au maximum, selon les estimations de 2023, ça sera 565 €. Si vous faites entre 10 000 et 32 600 € par an, ce sera au maximum 1130 €. Si vous faites entre 32 600 et 100 000 €, je vais mettre 100K, ça ira plus vite, ce sera au maximum 2374 €. Si vous faites entre 100K et 250 000 €, le maximum sera plafonné à 3957 €. Si vous faites entre 250 000 et 500 000 €, ce sera au maximum 5 652 €. Donc il existe encore des barèmes, mais on va dire que généralement on rentre dans ces critères-là. Donc essayez de prévoir de côté pour payer chaque année la CFE. Parce qu'il y a quand même un petit montant assez conséquent dont on ne s'y attend pas toujours. Alors maintenant, comment payer, comment être en règle, comment faire les choses par étapes? Eh bien, premièrement, c'est que quand vous allez faire l'inscription en tant que micro-entrepreneur, vous allez recevoir un dossier avec des papiers et dedans, il y aura la déclaration de CFE à remplir. Si vous n'avez pas reçu cette déclaration de CFE, ça arrive, vous pouvez télécharger le modèle et l'envoyer au centre des impôts
qui vous concerne. Donc, je vous mettrai le modèle dans le PDF en dessous. Il n'y aura plus qu'à le compléter et à l'envoyer si jamais vous êtes déjà inscrit et que vous n'avez jamais reçu ce papier de la CFE. Donc, il faut savoir que la première année, début d'activité, on va voir qu'il n'y a pas forcément à payer, surtout que c'est pris 2 ans avant. Donc, vous n'allez pas forcément recevoir votre déclaration de CFE à payer tout de suite. Ça se fera par la suite. Par la suite, il faut savoir que les impôts n'envoient pas de courrier pour payer la CFE. Tout se fait sur l'espace des impôts, espace professionnel. Donc, pas de courrier. Souvent, c'est une arnaque, mais ça vérifier quand même, ça dépend. Mais ça, on verra à la fin de la vidéo. Ils envoient un courrier seulement s'il y a des majorations de pénalités, de retard à payer. Donc, une fois que c'est fait, il faut vérifier chaque année sur le site des impôts dans l'espace professionnel que vous allez devoir créer. Ça se fait très rapidement, vous inquiétez pas. Et dedans, vous avez un onglet qui s'appelle Avis CFE. Vous cliquez dessus et il y a juste à payer en ligne. Donc ça, faites attention, ça vérifier chaque année parce qu'il n'y a pas de courrier. C'est à vous de vous mettre un rappel chaque année pour vérifier et payer. C'est à payer chaque année avant le 15 décembre. Donc ouais, ça fait un peu d'argent en moins pour les cadeaux de Noël. Donc, essayez de mettre de côté vraiment tous les mois pour anticiper cette date. Alors, vous pouvez donc payer en ligne en une fois, mais vous pouvez demander aussi en plusieurs mensualités. Mais généralement, la demande se fait avant le 30 juin. Il faut s'y prendre à l'avance. Donc, si vous n'en avez pas, vous cliquez ici sur « Créer mon espace professionnel ». Vous remplissez votre espace professionnel, vous le créez et vous allez recevoir normalement un code par courrier dans les 3-4 jours pour valider votre espace professionnel afin de payer votre CFE dessus. Donc, vous vous connectez sinon à votre espace professionnel si vous en avez déjà un. On a ça maintenant en plus pour bien sécuriser. Donc, on arrive ici. Alors, attention, le lundi 9 décembre 2024 au matin, on ne pourra pas modifier le mot de passe. Donc faites attention à vos essais. Ensuite, vous allez ici soit dans consulter l'avis CFE pour voir combien vous avez ou payer directement CFE et autres impôts. Vous cliquez ici, vous allez être redirigé, vous marquez votre numéro fiscal et vous allez arriver sur ce site. Vous cliquez sur payer en ligne, vous marquez ensuite la référence de votre impôt, les données paiement, attention de bien avoir mis votre compte bancaire juste avant. Normalement, quand vous créez votre espace professionnel, de toute façon, ils vous le demandent. Parce qu'on ne peut pas payer par chèque, par exemple. Vous validez et c'est fait. Donc, c'est bien d'en gérer les comptes bancaires. Si vous n'avez pas encore mis votre compte bancaire, vérifiez bien. Sinon, vous pouvez aller dans Payer, CFE et autres impôts. Vous allez dans Accès par impôt et vous allez trouver la CFE juste après. Et il n'y aura plus qu'à payer. Alors, cette année 2024, c'est jusqu'au 16 décembre qu'on peut payer. Sinon, on a une majoration de 5% en plus. Alors maintenant, comment ne pas payer? Est-ce que vous pouvez être exonéré? On va voir qu'il y a plusieurs façons différentes de façons d'être exonéré. La première façon, c'est si vous êtes en tout début d'activité et que vous faites 0 € de chiffre d'affaires. Pour eux, ils considèrent que vous n'avez pas à payer la CFE si vous êtes toujours à 0 € de chiffre d'affaires. Et c'est bien au début d'activité, c'est pas l'inscription. C'est-à-dire que si vous êtes inscrit en tant que micro-entrepreneur et pendant 2 ans, vous encaissez 0 €, mais vraiment 0, hein. Parce que si vous encaissez même 1 €, hop, à partir de là, on compte la CFE. C'est vraiment le début d'activité. En gros, c'est égal le premier euro qui est compté. Donc, c'est pas l'inscription. J'espère que vous avez bien compris ça. Donc ça, c'est la première règle. Si vous faites 0, vous n'avez pas de CFE à payer au tout début. Donc en plus de ça, il faut savoir que selon les communes, vous pouvez être exonéré pendant 3 ans de la CFE. Souvent c'est 1 an, mais il y a certaines communes qui votent une loi pour que eux, dans leur ville, les micro-entrepreneurs sont exonérés pendant 3 ans. Donc ça, vous pouvez renseigner, vous envoyez un email à votre mairie pour savoir, et peut-être que vous faites partie de ce cas-là. Donc comme ça, exonéré pendant 3 ans, c'est quand même bon à prendre. Deuxième point, c'est si tu fais quand même de l'argent, mais tu fais moins de 5 000 € la première année. Là aussi, ils se disent, bon,
Cette personne, elle débute un peu, elle galère. Ok, elle a encaissé ses premiers euros, mais c'est encore timide, on va dire moins de 5 000 euros, on te laisse tranquille, on ne te demande pas la CFE. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point très intéressant à savoir, c'est pour les artisans. Donc là, pour les artisans, par exemple, si vous êtes créateur de bijoux, bricolage, photographe, fleuriste, peintre, mais attention, parce qu'il y a vraiment des particularités. Par exemple, photographe, ça va être vraiment un truc hyper artistique. Je vous mettrai tous les détails dans le PDF pour savoir si vous rentrez ou pas ou non dans cette catégorie. En gros, pour les artisans, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là au niveau juridique ? C'est que, en gros, vous faites une activité manuelle, vous n'avez pas trop de stock, c'est-à-dire que vous êtes loin des entrepôts d'Amazon avec toutes les commandes, et vous n'avez pas de grosses machines, c'est-à-dire que ça reste à taille quand même humaine. Donc, voilà, de manière à vulgariser, c'est ces 3 points-là qu'il faut remplir pour rentrer dans la catégorie d'artisan. Mais encore une fois, pour plus de détails, pour savoir si vous rentrez dedans, regardez le PDF que je mettrai en description. Quatrième façon d'être exonéré, c'est tout ce qui est activité d'enseignement physique. Donc par exemple, si vous êtes prof de maths, prof de dessin, prof d'équitation, prof de sport, mais attention, ça ne doit pas non plus être une activité pratique. C'est-à-dire que si vous faites apprendre la couture, la cuisine, la conduite, ça ne compte pas. Vous devez quand même payer la CFE dans ces cas-là. Si vous n'avez pas de local et si ça ne compte pas non plus si vous enseignez à distance, l'enseignement à distance, vous devez quand même payer la CFE. Ce que je veux dire physique, c'est que vous devez être présent, faire un enseignement en présence en fait, mais sans avoir non plus un local professionnel où vous accueillez des gens. C'est soit vous déplacez chez l'élève, soit l'élève à la rigueur vient chez vous, mais vous n'avez pas un local professionnel pour ça. Donc voilà, encore une fois, il y a plein de petites nuances. Et allez voir en description si ça vous concerne ou pas. 5e point, certaines zones de France. Enfin, de France, mais pas que. Parce que par exemple, les dom-toms, vous pouvez être exonérés. Tout ce qui est aussi quartier prioritaire. Si vous êtes en Corse, apparemment, on ne veut pas embêter les Corses pour payer la CFE. On ne veut pas de problème. Donc pour ça, si vous voulez simplement savoir si vous êtes concerné ou pas selon là où vous habitez, je vous mettrai un lien, il suffit de rentrer votre ville et vous saurez ou pas si vous êtes concerné dans une de ces zones. 6e point aussi, ce sont pour les loueurs en meublé. Donc là, il y a quelques conditions. Il faut que vraiment la location ce soit occasionnelle. Il faut que ça fasse vraiment une partie intégrante de votre habitation, que ce soit pas quelque chose qui est au fond de votre jardin par exemple. Donc pareil, il y a quelques petites conditions à vérifier. Mais en général, ça rentre dans les exonérations. Alors maintenant, comment on fait pour demander l'exonération si jamais vous faites partie de ça ? Parfois, par exemple, si vous êtes artisan, la CFE de base, elle sait que vous êtes exonéré, mais parfois on doit faire la demande, donc vous devez envoyer un papier au service des impôts des entreprises. À savoir aussi que si vous avez une très forte baisse de chiffre d'affaires, vous pouvez demander à en faire la demande. Donc pour faire toutes ces demandes, je vous mettrai les documents officiels à envoyer au service des impôts qui vous concernent. On avait aussi parfois d'autres petites catégories comme ça, comme tout ce qui est chauffeur VTC. Alors attention aux arnaques. Donc on a 3 grandes arnaques, dont une nouvelle qui, en 2023, qui se fait beaucoup, c'est que on vous envoie un courrier et on vous dit que l'inscription au registre des auto-entrepreneurs est payant par virement. Donc ça, c'est le premier type d'arnaque. Il faut savoir que c'est totalement gratuit. Ensuite, on vous dit qu'il faut payer, par exemple, l'inscription au service d'identification légale. Et là, on va vous demander 282 €. Il y a aussi l'arnaque à la taxe de valeur ajoutée. Donc, faites bien attention, il y a ces différentes arnaques. L'inscription au registre des auto-entrepreneurs, le service d'identification légale qui vous demande 282 €, la taxe de valeur ajoutée de 295 € à payer au TSA. Notez-le bien, vérifiez toujours en référence à cette vidéo. Pour ça, vérifiez aussi des petits détails comme les clauses. Parfois, au dos de ce courrier, il y a une clause, ils sont assez malins, ils marquent « c'est une offre facultative commercialisée ». C'est-à-dire que là, le problème, c'est que juridiquement, ils sont en droit de pouvoir vous faire un courrier comme ça. Et si vous payez, c'est de votre responsabilité et ça va être assez compliqué. Donc voilà, il y a des malins qui savent jouer avec le droit. Donc vérifiez toujours s'il n'y a pas ça dans les courriers, c'est une arnaque. Ou alors, tout simplement, si il n'y a pas de signature juridique, et s'il n'y a pas le logo de l'État, c'est étrange.
Donc voilà en gros pour les arnaques et maintenant je vais vous donner quelques petites astuces et hacks. Alors vous le savez peut-être, en tant que micro-entrepreneur, nous ne pouvons pas récupérer la TVA, on ne peut pas récupérer les frais de ce qu'on avance. Il existe une petite exception qui s'appelle les frais de débours. Et ça, il faut le connaître. Les frais de débours, ça vous permet de ne pas déclarer trop d'argent et de pouvoir facturer au nom du client. Donc les frais de débours, c'est que si vous devez par exemple avancer certains matériaux, par exemple, je sais pas, vous devez avancer des frais de port, vous devez acheter certaines matières premières. Alors l'essence, c'est pas possible, mais si vous devez faire des déplacements en train ou hôtel, ça c'est possible que ce soit considéré comme frais de débours si jamais vous devez vous déplacer pour un client et que vous n'avez pas le choix, vous devez y être pour plusieurs jours. C'est possible aussi de le faire rentrer dedans. Donc comment on fait pour ça? Il faut faire, première étape, un accord écrit avec le client en voyant un petit peu ce que vous devez acheter et le montant maximum. Parce qu'en cas de contrôle, il faut avoir ça. Deuxième étape, vous facturez les éléments au nom du client et non pas à votre nom en tant que micro-entrepreneur. C'est le plus important à savoir dans les frais de débours. Et vous gardez surtout les factures et les tickets de caisse. Et en gros, ainsi, vous allez facturer que votre service et non pas tout ce que vous avez dû débourser aussi en plus pour le client. Donc, vous n'avez pas, en gros, à monter votre chiffre d'affaires. Vous allez déclarer que ce qui a été nécessaire et ce que vous devez avancer, vous le justifiez, vous le mettez de côté, mais vous n'allez pas le déclarer dans vos charges. Ensuite, le deuxième hack, c'est que vous pouvez toujours donner aux associations, par exemple, pour faire baisser vos impôts. Ça, en tant que micro-entrepreneur, ça marche aussi, c'est toujours bon à savoir. Alors pour mieux comprendre les frais de débours, c'est en gros quand je dois acheter spécialement, donc je dis bien, j'insiste bien sur le mot spécialement, spécifiquement, quelque chose pour un client. Ça n'a rien à voir avec les coûts d'achat que vous devez à chaque fois pour tous les clients en général. Là, c'est en gros un petit service en plus qui vous demande spécifiquement par rapport à lui. D'accord? C'est ça. Je vous donne un exemple que j'ai créé. On a par exemple Nicolas et Hugo. Nicolas, il demande à Hugo, c'est un dresseur de chiens, il lui dit « Viens m'apprendre à dresser mon chien, mais c'est à 500 km de chez toi. » Et donc Hugo, il dit « Ok, mais ça va me faire des frais en plus. » Et Nicolas lui dit « Mais je te rembourserai, mais moi tout ça sur la facture. » Et Hugo lui dit « Ouais, mais moi je dois déclarer la totalité de la facture. Alors moi je vais perdre de l'argent si je facture tout. Parce que si mon train me coûte 100 € et que je dois 22% à l'URSSAF, tout ça je dois le mettre sur la facture et je perds 22 € bêtement. » Et Nicolas lui dit « Mais non, tu mets ça en frais de débours sur une facture à part et tu déclares donc que les 200 € du dressage de chien à ton URSSAF. » Donc, Nicolas, il lui dit « Au lieu de me faire une facture en tout de 300 € qui comprend le dressage et le train, et que tu devrais donc, 22% des 300 €, tu devrais 66 € à l'URSSAF. On est d'accord, c'est en général. Mais là, ce que tu fais, c'est que tu mets le train donc en frais de débours sur une facture à part et tu déclares à l'URSSAF que le dressage à 200 €. Et tu dois donc moins à l'URSSAF, puisque tu dois 22% de 200 €, tu dois 44 €. Mais donc tout ça, il faut faire la facture avec les frais de débours pour le train au nom de Nicolas avec son adresse. Et voilà, vous payez quand même moins d'argent. Et c'est une astuce vraiment intéressante à choisir. Donc, l'essence, je rappelle, ça ne fonctionne pas. Train, hôtel, ça peut fonctionner. Tout ce qui est aussi, si vous faites appel à une aide ménagère, aide au ménage, ou aide pour les devoirs, également, vous pouvez baisser vos impôts en tant que micro-entrepreneur. Et enfin, la dernière petite astuce, c'est que si vous voulez être indépendant, mais devenir micro-entrepreneur, faire votre propre petite comptabilité, tout ça, ça vous fait peur, l'administratif vous fait peur, vous pouvez recourir au portage salarial. C'est-à-dire que vous restez indépendant, vous avez des missions en tant qu'indépendant, mais vous avez les avantages du salariat. Donc en gros, vous exercez votre activité d'indépendant, mais vous n'avez pas la structure juridique en tant que micro-entrepreneur ou société. Ça, vous l'avez pas. Et vous avez les avantages du salariat. Donc vous avez par exemple droit à un CE, un comité d'entreprise. Vous avez droit au ticket restaurant. Et enfin, vous avez droit au plan d'épargne salariale. Donc ça, c'est pas très connu, mais c'est bon
à savoir et je voulais vous le partager en tout cas. Donc voilà pour cette vidéo sur les CFE, j'ai vraiment été dans les grandes lignes. C'est à jour de 2023, ça changera sûrement par la suite. Mais en tout cas, voilà ce qu'il en est. Je vous rappelle de télécharger le PDF si vous voulez vraiment les détails en dessous. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je peux pas répondre à toutes vos questions, je suis pas non plus juriste. C'est vraiment pour moi une synthèse de tout ce que j'ai pu comprendre sur Internet pour vous le retranscrire en vidéo. Après, je peux pas vraiment faire au cas par cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous souhaite plein de succès dans votre entreprise.